J'aime bien ici à l'émission vous faire découvrir des trucs, des événements, des ateliers, des lieux, bref, toutes sortes de choses. Parfois, on pense qu'on sait à peu près tout ce qui se passe dans la région. Bien, j'ai découvert il y a quelques jours, quelqu'un m'a parlé de ça, il m'a dit « Ah, il faudrait que tu fasses une entrevue sur l'Arche de Zoé. » J'ai dit « Mais c'est où ça? » Évidemment, quand on regarde sur la carte, on comprend qu'on est en campagne, limite Saint-Jean-Saint-Blaise, là, sur la rue principale. Et on reçoit aujourd'hui Mme Marie-Claude Poirier pour nous en parler. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est l'Arche de Zoé? L'Arche de Zoé, c'est un sanctuaire pour animaux de ferme et un refuge pour animaux sauvages. Ce qui veut dire que, bon, les gens, quand ils ont des animaux blessés ou qui veulent plus s'occuper, des animaux handicapés, qui ne veulent pas prendre en charge ou qui ne veulent plus garder, animaux sauvages, bien là, c'est tous les animaux de la faune. Hein. Fait que c'est vraiment beaucoup de bébés orphelins. Ah oui, ah oui. Au printemps, c'est des centaines de bébés orphelins, animaux de la faune qu'on reçoit, que ce soit ratons laveurs, marmottes, moufettes, renards. Je pourrais toutes les nommer, là. Ah, ouais. Mais oui, fait que souvent, mettons, les gens font des rénovations dans leur maison, vont trouver dans leur grenier des petits bébés, évidemment. Ils ne savent pas trop quoi faire. Malheureusement, ils vont les prendre. Ensuite de ça, chercher un refuge ou les envoyer. Fait que nous, bien, c'est ce qu'on fait, tout le temps dans le but de les réhabiliter, bien entendu. Ça a parti comment? L'amour des animaux. Et puis, au début, on était un sanctuaire pour animaux de ferme parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'animaux de ferme qui ont des besoins puis qui cherchent des familles, tout ça. On a commencé comme ça. Et puis, un jour, bien, on m'a apporté un petit bébé raton laveur. Fait que moi, je dis, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, un bébé raton laveur? Là, je cherchais des ressources. Il n'y en avait pas dans le coin, malheureusement. C'est très, très, très compliqué, gérer les animaux de la faune. Ça prend des permis et tout ça. Puis je me suis rendu compte qu'un animal de la faune ne peut pas être déplacé à plus de 75 km à la ronde, Oui, d'où on le trouve. Ouais. Il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien là, dans le coin où envoyer ce petit raton laveur-là. Fait que je me suis dit, bon, le besoin est là. On commence à faire aussi un refuge pour animaux sauvages. Mais vous, votre entourage, vous faisiez quoi dans la vie? Aviez-vous déjà une ferme à la base? Bon, vous étiez en campagne ou... Qu'est-ce qui fait que ça s'est prêté un peu à vous, tout ça? Pas du tout. J'étais dessinatrice de mode dans une autre vie, ça. J'étais vraiment complètement autre chose. Mais la passion des animaux, ça, c'est là depuis toujours. Et je sais pas, on se découvre à un moment donné qu'on aurait dû faire autre chose de notre vie. Puis là, j'ai comme fait, OK, on arrête tout, on recommence. Bien, la pandémie a beaucoup aidé à ça, à vrai dire. Je comprends. Oui. Fait qu'on a juste recommencé du début et se mettre à aider des animaux. À la base, on aide des animaux, mais là, aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est maintenant une mini-ferme éducative, c'est organisé, vous avez un nom, un logo, je veux dire, c'est pas juste une petite passion comme ça le soir ou la fin de semaine, là. Effectivement, parce que bon, quand on commence, on ne sait pas jusqu'où ça va se rendre. Puis là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de demandes. Pour répondre à la demande, il faut trouver des moyens de financer ces trucs-là. Il faut s'en occuper de ces animaux-là. Fait que nous, la solution pour nous, c'était vraiment d'ouvrir au public. Fait qu'on a ouvert au public. Fait que les gens viennent voir les animaux, entrent dans les enclos avec les animaux, interagissent avec les animaux, peuvent passer du bon temps avec eux, peuvent s'asseoir par terre avec les vaches, brosser les mini-chevaux, jouer avec nos ratons laveurs non réhabilitables. Ça, c'est... Et là, eux autres, ils sont quoi? Ils sont domestiqués, dans le fond? Bien, ils sont devenus par la force des choses parce qu'ils sont non réhabilitables. On ne va pas les retourner dans la nature pour X raisons. Là, bon, on en a une qui est amputée, on en a un qui fait des crises d'épilepsie, etc., etc. C'est des animaux qui ne survivraient pas dans la nature, mais qui ont quand même une chance là, de pouvoir vivre leur vie. Fait que c'est sûr qu'avec eux, bien, on peut se permettre d'être comme avec des animaux domestiques parce qu'ils vont rester avec nous pour toujours. Il faut toujours faire attention quand on fait des comparaisons, mais bon, on se parle, puis ça me fait penser à des trucs. Bon, vous savez, l'émission de télé là, qui joue à TVA avec le couple qui a ouvert un zoo en Beauce, là. Puis quand j'écoutais leur histoire, bien, c'était un peu ça. On voulait aider. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un zoo, puis ça a beaucoup de pieds carrés, là. Je ne dis pas que vous allez faire la même chose, mais est-ce qu'il y a des ressemblances dans vos histoires respectives? C'est très, très, très ressemblant. Ça a commencé de la même façon. Eux aussi, ça a commencé avec un raton laveur qui ont voulu aider. Puis là, la roue tourne, puis là, tu te rends compte, OK, lui a besoin d'aide. Mais là, aussitôt que tu commences à en aider un, bien, les gens savent que tu en as aidé un, là, ça commence. Puis là, bien, quand tu rentres dans les permis, les demandes de permis, tout ça, bien là, maintenant, c'est les agents de la faune qui nous amènent des animaux. C'est ProAnima, SPCA, Monsieur, Madame, tout le monde. Fait que c'est vraiment beaucoup
de gens là, qui ont connaissance puis qui ils vont vouloir aider ces animaux-là. Même quand on regarde l'émission de le Miller Zoo, là, quand on regarde ça, on les voit, des fois, les gens vont les porter, des fois, ils les prennent, des fois, ils les prennent pas, mais des fois, ils vont les porter dans des endroits comme le vôtre où on a une spécialité pour pouvoir accueillir tel type d'animaux, pour les réhabiliter, pour les remettre dans la nature. Effectivement, c'est toujours ça le but. Même quand on prend des animaux, on essaie de s'assurer de prendre des animaux qui vont être capables d'être réhabilités. Sinon, bien là, il faut peut-être penser à l'euthanasie ou à d'autres solutions qu'on aime moins. Mais c'est toujours ça le but. C'est vraiment très clair. Là. Vous avez combien d'animaux? Bonne question. Vous n'avez pas fait l'inventaire? Le décompte, je devrais dire? Non, je sais, on me pose souvent la question. Environ, là, je ne sais pas, c'est 50, 100, 200, c'est combien? Non, c'est plus qu'une centaine parce qu'on a beaucoup d'oiseaux. On a beaucoup de volailles, on a beaucoup de canards. Fait que ça, j'avoue que je ne les compte plus. Ouais. Mais on doit avoir une quarantaine de ratons laveurs. Ah oui, ah oui. Oui. Là, on accueille un petit vison d'Amérique là, qui arrive là, cette semaine. C'est beaucoup d'animaux qui passent par chez nous, puis qu'on ne sait jamais est-ce qu'ils vont rester longtemps ou ils vont être prêts à partir dans une semaine ou deux. Comment ça fonctionne quand on veut réhabiliter un animal pour le remettre dans la nature? Parce que quand on va dans les reportages, les documentaires, on voit qu'il faut, même si on les aime beaucoup, il faut les laisser assez libres. Il ne faut pas trop que l'humain s'en approche. Comment on fait ça? Ça prend beaucoup de jugement. Ça, c'est pas facile. On aimerait tellement mieux que l'animal nous parle puis qu'il nous le dise, ses besoins, puis jusqu'où ne pas aller avec lui. Mais c'est du cas par cas, à vrai dire. Chaque animal est différent. Puis nous, il faut vraiment réfléchir à comment qu'on doit fonctionner avec chaque individu qui est complètement différent. Parce qu'une chose peut être bonne pour un animal, puis l'autre animal, après, ça ne sera pas la bonne chose à faire parce qu'il est complètement différent. Puis ils sont vraiment complètement différents, là. C'est vraiment... Mais c'est de s'assurer qu'on s'intègre le moins possible dans leur vie. On fait les soins, puis tout ça. On essaie d'éviter de leur toucher, de leur parler, tout ça. Mais il y en a que c'est impossible quand ils ont besoin de grands soins physiques. Bien là, on ne peut pas utiliser la même tactique tout le temps pour tous les animaux. Il faut faire attention là-dessus. Bon, il y a beaucoup de volailles, beaucoup de ratons, mais dans vos plus gros, ça ressemble à quoi? Les plus gros, bien, nous, on a des vaches, hein, fait que, mais ça, c'est pas nos animaux de ferme, mais dans les animaux de la faune, je pense que ce serait les renards. Dans nos plus gros, j'ai eu des bébés fans, mais on les gardait juste quand ils étaient petits. Aussitôt qu'ils étaient prêts à retourner dans la nature, ils retournaient dans la nature. Fait que j'ai jamais eu de grands cerfs, là, juste les petits fans. Mais oui. Et quelle est la durée de séjour moyenne de vos animaux là, entre le moment où vous les recevez et le moment où vous pouvez les remettre dans la nature? Ils peuvent avoir passé combien de temps chez vous? C'est normalement un maximum de 18 mois. Okay. Selon la loi, moi, j'ai 18 mois pour les réhabiliter. Parce que je ne peux rien faire là, par moi-même. C'est vraiment un paquet de lois qu'il faut qu'on suive là, selon le permis qu'on a. Mais c'est un minimum, je dirais, de 1 mois et demi, 2 mois, surtout pour les blessés. Les bébés ratons laveurs, normalement, ils restent presque 1 an chez nous. Fait que on s'embarque dans quelque chose quand on s'occupe de bébés ratons laveurs. Bébés marmottes, c'est juste 3 mois. Fait que ça dépend vraiment là, des races. Là. Puis s'ils sont blessés ou si c'est juste des bébés orphelins. Bon, on disait tantôt, cette passion-là est devenue aussi, donc aujourd'hui, organisée. C'est une entreprise parce qu'en fait aussi, quand on s'occupe d'une centaine d'animaux et plus, là, il y a des frais, il y a des frais de nourriture, de vétérinaire, je présume. Bref. Astronomique. Oui, donc comment on arrive à financer tout ça par la visite des clients? C'est vraiment les visites privées qui nous permettent de pouvoir s'occuper de tous les frais. Les gens viennent, il y a des écoles qui viennent, il y a des garderies qui viennent. On fait de la zoothérapie aussi à l'Arche de Zoé. On fait aussi, c'est sûr qu'on fait aussi, il y a des demandes de dons qui sont faites là, quand au besoin, mais c'est vraiment les visites privées. On offre aussi, les gens peuvent venir promener un alpaga ou un mini-cheval. Ça aussi, c'est payant. Fait que c'est tous des trucs comme ça là, qui fait qu'on est capable de venir à bout de rembourser. Mais je dirais que dans une année, là, on arrive souvent dans le rouge. Ah oui? Oui, c'est normal. Fait que là, bon, on va faire plus d'activités, de campagnes de financement. On n'a pas le choix. Mais oui, c'est... Et d'où vient cet amour des animaux?
J'en ai pas la moindre idée, mais c'est depuis toujours. C'est depuis toujours. Moi, j'étais la petite fille là, qui, quand elle se baignait dans la piscine, sauvait toutes les bébites qui étaient en train de se noyer. Là. Ça, c'est moi. Ça n'a pas tant changé, mais là, je peux me permettre. C'était un rêve. C'était un rêve. Puis moi puis mon mari, on s'était dit, on va le réaliser à notre retraite. Puis là, maintenant, on s'est dit, pourquoi on attend la retraite pour réaliser le rêve de vouloir aider? La retraite, là, on ne sait pas combien on va être en forme, on va pouvoir le faire. Puis tous les bâtiments à construire, c'est fou. On s'est dit, on n'attend plus, on le fait, on a réalisé un rêve. Bon, on ne pensait pas nécessairement que ça irait aussi gros que ça. Ça a un petit peu dépassé ce qu'on pensait. Là, je dirais qu'on a une bonne équipe. On doit avoir au moins une quarantaine de bénévoles dans l'équipe. Oui, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux à s'occuper. Puis comme on ne sait jamais ce qui sera fait demain, il y a des journées que je peux recevoir trois ratons avec une patte en moins dans la même journée. Fait que c'est vraiment, à tous les jours, c'est des surprises. Bon, vous avez dit tantôt, ça serait plus facile si les animaux pouvaient parler, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils nous apprennent, les animaux, à nous, les humains, là? L'amour inconditionnel. Et non seulement l'amour inconditionnel, ce que je m'aperçois, là, premièrement, tous les animaux ont besoin d'amour. Là, aussitôt qu'on leur en donne, ils l'apprennent puis ils en donnent en retour. Ça, on le savait déjà. De toute façon, avec les zoothérapie, puis tout ça, on le savait déjà. Mais en plus, les animaux, c'est pas juste ce qu'ils nous donnent, c'est de les regarder vivre. Je les regarde, là, puis ils m'apprennent des choses à tous les jours que je me dis comment que ça se fait que nous autres, les humains, on n'a pas compris ça, qu'on pouvait être comme ça. Nous, à la ferme, tous les animaux vivent ensemble. Toutes les races d'animaux. Et ça fonctionne super bien. Comment que ça se fait que les humains, on n'est pas capable d'aussi bien s'entendre que ça? Je sais pas. Eux, ils arrivent à le faire. Puis ils font des affaires, des fois, là, que on ne peut pas s'imaginer qu'entre races... Des fois, on pense que les animaux sont pas si intelligents que ça, en pensant que l'humain est l'être supérieur, puis tout ça. Puis quand qu'on prend du temps pour être avec eux, c'est là qu'on se rend compte qu'on est souvent dans l'erreur. Eux autres, je pense qu'ils savent pas mal plus que nous comment on devrait être. On apprend plein de choses. En quelques secondes, les gens qui veulent visiter donc l'Arche de Zoé, comment ça fonctionne? Sur rendez-vous? Il y a des heures? C'est sur rendez-vous parce que c'est des visites privées. Donc, les gens viennent, ils ont le temps de passer une bonne heure et demie à peu près avec tous les animaux. Fait que c'est vraiment sur réservation. Fait qu'il faut soit nous écrire sur notre page Facebook. On a notre numéro de téléphone aussi, que les gens peuvent nous rejoindre pour prendre une réservation, au moins quelques jours d'avance. Puis on fait une belle visite où tout le monde en ressort gagnant. Alors, donc, l'Arche de Zoé, c'est à découvrir. C'est ici même, aux limites de Saint-Jean-Saint-Blaise, sur la principale, la 40e, si vous préférez. Bref, vous voyez un peu dans le secteur où ça se trouve. Donc, et ça se trouve très bien également sur les médias sociaux pour prendre contact avec l'Arche de Zoé. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci infiniment. Restez avec nous. On vous revient après ceci.